Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal dont nous allons découvrir le sommaire. Le parquet général près la Cour de cassation introduit une requête au bureau de l'Assemblée nationale pour la mise en accusation du ministre de la Santé dans la gestion du fonds Covid-19. L'éclairage juridique de cette affaire avec Maître Willy Wenga. La Chine populaire, une fois de plus au secours de la population quinoise. Un lot important de matériel anti-Covid-19 remis par son ambassadeur en RDC à l'hôtel de ville de Kinshasa. En septembre 2001, ces jours que les Américains n'oublieront jamais. À l'occasion du 19e anniversaire de ces douloureux événements, les hommages se multiplient à travers les États-Unis d'Amérique. Bonsoir à tous. À la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé ce vendredi 11 septembre 2020 la 48e réunion du Conseil de ministres par visioconférence. Au cours de cette 48e réunion, plusieurs aspects de la gestion de la vie nationale ont été examinés. Les épreuves de test national de fin d'études primaires TENAFEP et des examens d'État ont eu lieu malgré le contexte sanitaire lié à la pandémie du coronavirus. Les détails seront donnés au cours du compte rendu par le porte-parole du gouvernement dans les heures qui suivent. Et puis, le parquet général près la Cour de cassation a demandé à l'Assemblée nationale l'autorisation de mise en accusation du ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, pour la gestion de la Covid-19. Qu'en est-il de la procédure? La réponse avec Maître Willy Wenga. Il est avocat au barreau de Cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Il a été joint au téléphone par Papi Katassi. Tout membre du gouvernement mis en accusation présente sa démission dans les 24 heures. Passé ce délai, il est réputé démissionnaire. En parcourant les dispositions pertinentes de la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation, vous allez vous rendre compte que la demande de M. le procureur général tire sa source de ces dispositions de l'article 80 de la loi organique, ainsi que de l'article 83 de la même loi, qui stipule que si le procureur général estime les faits suffisamment concordants, il adresse un réquisitoire à l'Assemblée nationale afin d'obtenir d'elle l'autorisation de poursuite qui lui permet de parachever l'instruction préparatoire et de prendre des mesures coercitives et privatives de liberté contre le membre du gouvernement incriminé. Il en avise le président de la République et le Premier ministre par lettre recommandée ou par porteur avec accusé de réception. Cela veut dire que lorsque le procureur général saisit l'Assemblée nationale, il dresse un réquisitoire motivé, ce qui veut dire qu'il a déjà ouvert le dossier à son office, il a déjà commencé les enquêtes, il a déjà avec lui certains éléments qui montrent à suffisance qu'il y a lieu à solliciter l'autorisation devant l'Assemblée nationale, tout en informant M. le Président de la République et le Premier ministre. Dominique, il faut reconnaître que la loi n'a pas indiqué l'attitude que le Premier ministre prendra ou que le Président de la République prendra par rapport à la demande ou à l'information faite par le procureur général. Il a lieu de reconnaître à cela qu'il faut informer M. le Président de la République ainsi que sur l'excellence, monsieur le Premier ministre, prenons les dispositions pour mettre en marche la disposition du dernier alinéa de l'article 80 qui demande à ce que le membre mis en accusation présente sa démission avant qu'il ne soit réputé démissionnaire à défaut de cette démission-là. Une fois que l'Assemblée nationale autorise la poursuite et la mise en accusation, le membre du gouvernement devient un justiciable ordinaire. Quelques jours après le démantèlement de la base Bilanga, un espace piétonné à Kasumbalesa entre la République démocratique du Congo et la Zambie, le climat reste tendu sur place entre l'UDPS et le PPRD. Chaque jour, les politiques ne cessent de tenir des discours qui, selon l'opinion, tendent parfois à l'incitation à la haine tribale entre le Katangais et le Kassaïen dans le Grand Katanga. Junior Kaniki nous en dit plus. Chacun a un chez soi. Mais quand vous venez, respectez les gens que vous trouvez. Ce propos tenu le mercredi 9 septembre 2020 dernier par le député national Félix Kabange-Numbi, après une matinée politique avec les cadres du FCC, sont qualifiés de tribalistes et xénophobes au sein du Cap pour les changements cash. Il n'y a même pas à chercher des mots. Ça, c'est du tribalisme. Mais moi, je trouve qu'avec tout ce qu'il a pu apprendre comme études universitaires et tomber plus bas comme ça, je n'arrive même pas à les reconnaître. Les politiciens membres du FCC devraient éviter d'attiser cette étincelle
ou cette petite flamme du tribalisme et de la xénophobie, parce qu'on est en train de chercher à allumer un feu qu'on ne saura pas éteindre. Des qualifications qui déplore le FCC. Donc ce n'est pas dire que ce qu'il a déclaré c'est mauvais, non. Le tribi, c'est connu de tout le monde qu'il y a des tribus. Alors évitons de créer, de dire Kabang il a mal dit. Qu'est-ce qu'il a mal dit? De dire que vous vous comportez comme les Katangais, comme vous êtes au Katanga, ce sont des ingénieurs. Ce n'est pas les ingénieurs. Donc nous devons changer. Nous sommes au Congo et nous comporterons comme Congolais pour aider le président de la République de s'occuper au développement du pays. Le cash estime qu'outre les excuses que doit présenter Félix Kabange-Numbi, ce dernier devrait tout de même être interpellé par la justice. Il doit commencer par là, mais nous pensons que la justice doit faire son travail de ce dossier pour incitation à la haine tribale. Moi, je veux le conseiller de prendre son courage à main et de demander pardon à toute la population qui l'a vraiment déçu. Voilà des propos controversés qui s'installent une fois de plus au sein de la classe sociopolitique katongaise au moment où les climats demeurent tendus entre Kassaïens et Katongais. À chaque parti de prêcher la paix. Et nous allons maintenant prendre la réaction du professeur Nguindou Kalala. Il est analyste politique et secrétaire général à l'Institut supérieur de commerce IEC. Il s'est exprimé au micro de Popol Ziakwa en rapport avec l'actualité au pays, dont l'élection à suffrage indirect telle que proposée par le FCC. Alphonse Ngoï Kassanji suivait. Ce que Ngoï Kassanji vient de dire n'a pas de fondement, ça ne tient pas debout. Je souhaiterais que Ngoï Kassanji vienne avec les chiffres à l'appui, où il nous montre bien qu'il y a eu une différence économique qui a été réalisée grâce à un tour. Ça, c'est de un. De deux, qu'il nous montre bien qu'en 2011, grâce à un tour, on n'a pas eu de trouble. Et qu'en 2018, grâce à un tour, on n'a pas eu de trouble. Donc, ce sont des arguments fallacieux. Et qui d'ailleurs, c'est contre notre constitution. Les amis de FCC doivent comprendre que nous ne sommes pas ici dans un pays où il y a un pays pour FCC, un pays pour cash. Et qu'à longueur de journée, ils peuvent passer à la télévision dire n'importe quoi. Et que la majorité silencieuse des intellectuels de ce pays reste à gober. Ce n'est plus le temps que nous devons toujours nous laisser ces pays-ci dans les mains de quelques frères, quelques amis qui doivent dire n'importe quoi. La réforme électorale, c'est très importante actuellement. Nous avons la loi électorale, nous avons la CENI. Ces deux éléments doivent être réformés. La loi électorale actuellement avait prévu les seuils de 1%. Mais les seuils de 1%, l'intention des législateurs à ce temps-là était de réduire le nombre de partis politiques, ou les faire regrouper, ou les réduire carrément. Est-ce que je vous pose la question, messieurs les journalistes? Les nombres de partis politiques ont diminué? On en crée du jour au jour. Donc, le seuil-là ne tient pas debout. Commission électorale nationale indépendante. Donc, il faut que l'indépendance de la commission ressorte dans son opéra, qu'elle ne soit pas sous la coupe des politiciens. Un député national ne peut pas, lui, faire les discours incendiaires du tribalisme ou de la haine. Inviter les gens pour dire chacun a un chez soi. Alors, si chacun a un chez soi, il doit être élu chez lui avec l'argent de chez lui. Et ça devient quoi? Nous n'avons plus un pays à ce moment-là. Nous n'avons plus un pays. Nous parlons de l'unité nationale. Nous parlons de consolider la cohésion nationale. Et les députés nationaux sont ceux-là qui doivent faire tout pour consolider l'unité nationale et la cohésion nationale, et n'est pas pour nous diviser. Dans le reste de l'actualité, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, est arrivé ce vendredi 11 septembre 2020 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. À travers le porte-parole de FARDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussense a lancé un message de réconfort aux populations victimes des atrocités des groupes armés en Ituri avant de leur promettre le retour de la paix. Tony Nzola Messo pour les détails. L'aéroport national de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, aux couleurs militaires dès l'avant-midi de ce vendredi 11 septembre 2020. Officiers supérieurs et subalternes, tant de l'armée que de la police, tous ont réservé un accueil digne de son rang au chef d'état-major général des forces armées de la RDC. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, tâchement d'honneur, garnison de Bunia, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail. Je vous invite
à passer le détachement à Révi. À travers les porte-paroles des FARDC, Léon Kassonga, Mbala Moussense, qui de prime abord compatit aux douleurs des familles touchées par les exactions dans différents territoires, promet à tout prix la paix aux Ituriens. Je voudrais dire à la population de Bunia, les forces armées de la République démocratique du Congo sont composées des militaires qui sont les premiers ouvriers du peuple congolais. Qu'à ce titre, ces militaires-là vont tout faire pour que la population de Bunia soit en paix. La paix, levée de tous les Ituriens. C'est dans cette optique que le chef d'état-major général des forces armées de la République va procéder à l'installation du nouveau commandant de la 3e zone de défense en vue de commencer le travail de sécurisation des populations et leurs biens en province de l'Ituri. De son côté, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a présidé hier jeudi une réunion sur la situation sécuritaire. Un seul point a été inscrit à l'ordre du jour, à savoir les enlèvements des Kinois et Kinoises dans les taxis communément appelés Ketch. Sylvain Kapombo Sengele. La question de l'insécurité et des kidnappings, devenue monnaie courante dans la ville de Kinshasa, doivent cesser en vue de permettre à la population de vivre aisément et vaquer librement à ses occupations. Ainsi, on a décidé Jean-Tini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville, au cours d'une réunion qu'il a personnellement présidée. L'autorité urbaine a proposé la mise en place, dès ce vendredi 11 septembre, d'une commission mixte pour bien lutter contre ces fléaux. Après avoir fait le point de la réunion précédente du comité restreint du 7 septembre 2020, à l'intention des opérateurs téléphoniques et les procureurs présents à cette réunion, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a tour à tour passé la parole au commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, qui a évoqué l'expérience du Nord Kivu, puis les procureurs de la cour d'appel de Matete et enfin au directeur général de RTL en vue de trouver les voies et moyens d'éradiquer ces phénomènes. Le général Kassongo a insisté sur la mise sur pied d'un service de call center et l'alerte police. Le procureur, quant à lui, a souhaité qu'il soit désormais informé de toutes les opérations de transfert des prévenus pour le suivi en même temps qu'il s'est engagé à collaborer avec la police nationale congolaise pour l'élaboration des dossiers de justice fiables. Il faut dire que la dite commission sera supervisée par les ministres provinciaux de l'Intérieur et celui des Transports, avec la participation de la police nationale congolaise et les experts de l'autorité des régulations des télécommunications et postes, ARTP. Nous gardons Sylvain Kapombo Bosengele avec le gouverneur de la ville de Kinshasa qui a réceptionné hier jeudi 50 000 masques pour lutter contre la pandémie à coronavirus. C'est le don de la ville de Ngwanzu au gouvernement provincial de Kinshasa. C'est l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo, Zhu Nzing, qui l'a donc remis au cours d'une brève cérémonie à l'esplanade de l'hôtel de ville de Kinshasa. Reportage. La population quinoise peut pousser un ouf de soulagement par la remise ce jeudi 10 septembre au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, des matériels médicaux pour se protéger et lutter contre la pandémie à coronavirus. Ces dons, les 50 000 masques du gouvernement municipal de Ngwanzu destinés au gouvernement provincial de Kinshasa est le signe des liens étroits qu'entretiennent les deux villes, a souligné l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo. En tant que diplomate accrédité dans votre beau pays, je suis prêt, avec mes collègues, avec tous mes ressortissants chinois installés à Kinshasa, de contribuer de notre propre façon et par des efforts concrets à la réalisation de ces travaux de propreté, mais aussi à la reprise des activités économiques de la ville de Kinshasa, pour rendre la vie à Kinshasa plus belle. L'autorité urbaine a apprécié ces gestes qui manifestent la solidarité entre les deux peuples. J'aimerais ici féliciter le maire de cette ville, mais aussi toute la République de la Chine,
de ces gestes combien, je dirais, importants pour la population de Kinshasa. Je voudrais demander à notre population quinoise de ne pas baisser la garde parce que cette pandémie à coronavirus continue à sévir. Jean Ngobila a invité la population à une grande vigilance et à l'observance sans faille des gestes barrières, parmi lesquels les ports corrects et obligatoires des masques. Justement, la pandémie de la Covid-19 n'a pas totalement disparu, d'où le respect de mesures barrières reste de mise, surtout dans les frontières, quand on sait que le coronavirus a refait surface en Europe, à l'exemple de la France qui a enregistré 10 000 nouveaux cas en 24 heures, un record depuis le début de la pandémie. Esther Badi Biabia. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, les citoyens du monde devront s'habituer à vivre avec le coronavirus. Tous les continents du monde sont concernés. Après les déconfinements qui ont eu lieu dans plusieurs pays du monde, le relâchement est total en RD Congo en particulier. Les gestes qui sauvent de vie sont négligés, dont le port de masques, les lavages réguliers de mains, la distanciation physique et autres. Si dans les espaces publics l'on tient compte de ces mesures, les services compétents et habilités doivent aussi renforcer les mesures de sécurité et d'hygiène dans les frontières. Les entrées et les sorties doivent strictement être contrôlées quand on sait que la pandémie a refait surface dans le pays européen, dont la France qui a enregistré en 24 heures 10 000 nouveaux cas seulement pour la journée du 10 septembre 2020. À ce jour, la RD Congo enregistre 10 361 cas confirmés, 19 provinces sont touchées et la dernière est celle du Kasaï oriental. Depuis le début de l'épidémie, le pays a enregistré 262 décès et 9 622 personnes guéries. Et voilà, pour faire face à l'insalubrité à Lubumbashi, nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Le chef de quartier, administrateur de marché et bourgmestre de commune se sont mobilisés ce jeudi 10 septembre au ramassage des sachets et les emballages en plastique. Junior Kaniki nous en dit plus depuis Lubumbashi. La présence des différents cadres des bases, chefs des quartiers, administrateurs des marchés et bourgmestres des communes sur terrain est justifiée par l'insalubrité grandissante à laquelle fait face depuis un temps la ville de Lubumbashi. Tout d'abord, dans la commune de Lubumbashi, l'opération consistait au débouchage des fosses septiques et des infections des marchés. En ce moment, je suis dans le quartier Mampala 1, justement au niveau de deux marchés. Le marché Mampala 1 et Mampala 2. À côté de moi, il y a l'administrateur du marché. Après notre réunion avec le conseil de sécurité communal, il a été décidé de fermer tous les marchés de la commune de Lubumbashi et de les désinfecter aujourd'hui. À partir de 5 heures, les marchés étaient déjà fermés. Je suis avec l'équipe de l'assainissement. Dans différents quartiers de la commune annexe, par contre, l'opération lutte contre l'insalubrité dans la ville de Lubumbashi dès ce jeudi 10 septembre consistait au ramassage des sachets et autres emballages en plastique. L'opération que nous sommes venus voir, et nous avons travaillé à notre niveau pour ramasser tout ce qu'il y avait comme sachets et canettes. Et ce qui a été fait, même si vous circulez dans les artères ici, c'est propre. Nous allons continuer avec la même opération, c'est pas aujourd'hui. Il faut rappeler que cette opération fait suite à l'insalubrité à laquelle fait face depuis un temps la ville de Lubumbashi, autrefois considérée comme la ville propre. Aux autorités de s'impliquer davantage pour que la ville revête sa robe d'autant. Mais aussi, le civisme est impérieux dont les chefs de la population dans le souci de rendre la ville de Lubumbashi de plus en plus propre. Car dit-on, Bouchafou Nibouloji. Merci Junior. Pourquoi le taux de divorce est de plus en plus élevé dans les communautés africaines? Tentative de réponse dans ce reportage qui porte la signature de Raïssa Kitambala et Esther Badi Biabia. Le mariage est une union légitime de deux personnes dans des conditions prévues par la loi. Il s'est fait sous forme d'un contrat avec le consentement de deux personnes. De nos jours, les mariages se brisent facilement.
Et le taux de divorce est élevé même dans les communautés africaines qui recourent généralement sous l'arbre à palabre. Mais pourquoi le taux de divorce est élevé et quelles en sont les causes? Parce qu'il y a les préparatifs pendant la période de fiançailles. C'est une période où les fiancés doivent se connaître, doivent s'étudier mutuellement, doivent se mettre d'accord pour mener une vie commune. Et à ce qui concerne les choix, la loi à la matière, selon l'article 334 du Code de la famille, dit « Toute personne est libre de choisir la personne de son choix. » Généralement, lorsque un cas de divorce est présent, les praticiens de la loi demandent aux époux de réfléchir et de revenir à la raison. Pour que le taux de divorce ne soit plus élevé dans notre société, nous conseillons aux jeunes fiancés de prendre le temps de mieux se connaître et de se mettre d'accord. Et pour les mariés, on ne se marie pas pour divorcer. Le divorce a plusieurs conséquences, surtout sur les enfants. En tout cas, on se marie pour la vie. Le divorce, quelles que soient les causes, a toujours des conséquences, surtout chez les enfants en âge de scolarité. Et voilà, nous allons ouvrir la page sportive dans ce journal. D'abord avec la Confédération africaine de football, le CAF, qui a de nouveau reporté les dates des demi-finales des interclubs et a aussi à l'issue de la réunion tenue hier jeudi par visioconférence confirmé le championnat d'Afrique de Nations CHAN qui aura bel et bien lieu au Cameroun en janvier et février 2021. Patrick Borel-Mukendi. Reporté en raison de la Covid-19, la date du championnat d'Afrique des Nations et des deux finales des interclubs de la CAF édition 2019-2020 ont été connues à l'issue de la réunion des membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football tenue jeudi 10 septembre par visioconférence. Sur décision du comité exécutif, le championnat d'Afrique des Nations se déroulera du 16 janvier au 7 février 2021. Après plusieurs tergiversations, c'est le pays des Lions indomptables qui va abriter la compétition dans 3 villes, à savoir Douala, Limbe et Yaoundé. Les tirages au sort effectués en janvier-février restent intacts, mais dans un futur proche, un nouveau calendrier des rencontres sera communiqué. Dans le groupe A, nous retrouverons le pays hôte, le Cameroun, le Zimbabwe, le Mali et le Burkina Faso. Le groupe B, la Libye, le Niger et le 2 Congo, Kinshasa et Brazzaville. Le Maroc, le Rwanda, l'Ouganda et le Togo joueront dans la poule C. Et dans les groupes D sont logés la Zambie, la Tanzanie, la Guinée et la Namibie. Pour les interclubs de la CAF, tous les matchs de demi-finale et finale se joueront au mois d'octobre. En Coupe de la Confédération, les Égyptiens des Pyramides croiseront les Guinéens des Oroya et l'autre demi-finale, 100% marocain, entre la Renaissance de Berkane et son frère d'Assani Agadir. Et en la reine des compétitions, qui n'est autre que la Ligue des champions africains de football avec 2 demi-finales 100% Afrique du Nord. Nous retrouverons 2 clubs marocains et 2 clubs égyptiens. Raja de Casablanca contre Zamalek du Caire et Ouag face au National Al-Ali. A noter qu'un nouveau président de la Conférence africaine de football sera connu à la date du 12 mars 2021 à l'issue de l'Assemblée générale élective qui sera organisée au Maroc, royaume chérifien. D'une discipline à une autre, nous allons prendre maintenant Ndaye Ilambwechi qui nous fait savoir que le championnat national de basketball va se tenir à Kinshasa du 1er au 8 novembre 2020. Reportage. La Fédération de basketball du Congo a fixé l'organisation de la 37e édition de la Coupe du Congo du 1er au 8 novembre prochain à Kinshasa. En effet, pour le président Boniface Mawatadi Bangila, cette édition de la Coupe du Congo va se dérouler dans les conditions particulières liées à la lutte contre la pandémie de Covid-19, faisant savoir que la FEBACO a donné les instructions fermes aux ligues provinciales pour organiser leurs championnats respectifs de manière à permettre à la province d'être représentée en toute dignité à ces rendez-vous de la jeunesse congolaise. Il a invité les gouverneurs de province à soutenir les équipes de leur province en vue de leur faciliter les déplacements de Kinshasa. En dépit du fait que la pandémie du coronavirus a rendu les choses beaucoup plus difficiles. Ces championnats de la balle au panier se jouera en huis clos.
Place maintenant au condensé de l'actualité avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. VOA suivait. Les experts désignés par les militaires au pouvoir au Mali ont proposé vendredi une transition de 2 ans conduite par un président désigné par la junte dans un document soumis aux responsables réunis à Bamako pour préparer un retour des civils à la tête du pays. 6 personnes, dont 3 enfants, sont mortes en 6 jours d'intempéries sur plusieurs régions tunisiennes ainsi que dans la capitale Tunis, a indiqué vendredi à l'AFP le porte-parole de la protection civile, Moïse Tria. Marée noire à Maurice, l'armateur japonais du navire qui a provoqué une fuite d'hydrocarbures sur la côte de l'île a promis vendredi de débourser l'équivalent d'environ 8 millions d'euros pour contribuer à la dépollution des environs. Réouverture partielle des bars et des nightclubs en Zambie. L'annonce a été faite vendredi par le président Edgar Lungu qui a insisté sur le fait que cela est un test avec la possibilité de le refermer à nouveau en cas de non-respect par le public des mesures barrières. Leur réouverture se fera vendredi à samedi de 18 h à 23 h. Nous vous l'annoncions au sommaire de ce journal, les États-Unis d'Amérique toujours sous le choc 19 ans après les attentats du 11 septembre 2001. Suivez. Mardi 11 septembre 2001 au matin, 19 hommes embarquent à bord de 4 vols domestiques à Boston, Washington et Newark. Leur projet, détourner ces avions pour les transformer en projectiles géants. Le premier appareil, un Boeing 767 d'American Airlines avec 92 personnes à bord, dont 5 pirates de l'air, s'écrase à 8h46 sur la tour nord du World Trade Center, ouvrant une gigantesque brèche dans les étages supérieurs. À 9h03, un deuxième Boeing 767 de United Airlines avec 65 personnes à bord, dont 5 kamikazes, s'encastre dans la seconde tour jumelle du World Trade Center, événement suivi en direct par les télévisions du monde entier. À 9h43, un Boeing 757 d'American Airlines avec 64 personnes à bord, dont 5 terroristes, s'écrase à Washington sur le Pentagone. À une vitesse de 850 km/h, il ouvre un trou béant dans la façade ouest du ministère de la Défense. À 10h06, un quatrième appareil, un Boeing 757 de United Airlines avec 44 personnes à bord, dont 4 membres d'un commando, s'écrase dans un champ près de Shanksville, en Pennsylvanie. L'objectif précis des pirates de ce vol reste à ce jour inconnu, mais à environ 20 minutes de vol de Washington, l'avion aurait pu frapper le Capitole ou la Maison-Blanche. On sait toutefois que certains passagers informés par téléphone portable du drame de New York se sont battus avec les terroristes. Les 2 tours du World Trade Center se sont effondrées dans un déluge de gravats et de poussière. La tour sud à 9h59, la tour nord à 10h28. Des centaines de personnes qui n'ont pu être évacuées et de sauveteurs qui tentent l'impossible sont alors ensevelis. Manhattan est recouvert par un immense nuage de fumée noire et de poussière. Ces attentats, revendiqués par Al-Qaïda, un groupe jusqu'alors peu connu, ont fait au total 2979 morts, dont 2750 à New York. De New York à Kinshasa, nous allons maintenant découvrir le parution de journaux. C'est dans une sélection et commentaires de Papi Katassi, revue de presse. Depuis le 4 septembre, la requête du procureur général près la Cour de cassation transmise au Palais du Peuple, l'Assemblée nationale saisit pour autoriser le jugement détenu, titre à la une Africa News. Alors qu'ils reprennent du service, le 15 septembre prochain, les députés nationaux ont déjà un dossier à traiter en urgence, explique notre confrère, qui ajoute la Cour de cassation attend simplement l'autorisation de la Chambre basse pour faire la lumière sur la gestion de la Covid-19. Des sources dignes de foi indiquent que l'inspection générale des finances avait lors de son enquête trouvé des faits de mégestion caractérisés. Le vrai modérateur navigue dans les mêmes courants titrant « Gestion du fonds Covid-19 et Ninongondo rattrapé par la justice ». Notre confrère rappelle que la gueule retour du fonds alloué pour lutter contre le coronavirus intervient dans un climat délétère entre deux alliés de la coalition au pouvoir. Chacun de ces deux principaux regroupements politiques veut se positionner au détriment de l'autre au regard de l'échéance 2023. La saisine de la Cour de cassation, ajoute notre confrère, pour obtenir la levée de l'immunité du ministre de la Santé, vient envenimer le climat tendu entre alliés de la coalition. Ituri, une nouvelle frappe des ADF, a fait 35 morts hier jeudi, informe la référence plus. Selon notre confrère, la société civile de l'Ituri qui a livré cette information explique que l'attaque a eu lieu tôt le matin. Son président Jean Bosco Lalo parle d'une troisième attaque enregistrée depuis le début de la semaine
en cours dans ces villages. Avec la présence des ADF en territoire d'Irumu, la société civile craint une crise alimentaire à Ituri. Enjeu politique, dangereuse panique au FCC, titre La République. Pour notre confrère, il est indéniable que les cadres du Fonds commun pour le Congo ont perdu sommeil, comme en témoignent les nombreuses initiatives prises visiblement à la hâte. Tout part pour les plus récents du dossier du renouvellement des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Le FCC a été le seul à soutenir non seulement la personne mais aussi la formule de validation des Rossam Malonda à la Chambre basse du Parlement. À cela se greffent les propositions de loi dites Minakou dont le plus grand péché aura été le caractère inopportun. En effet, au moment où la justice reprenait de la valeur, explique notre confrère, il était ahurissant de vivre une initiative qui entreprend de grignoter sur les prérogatives régaliennes de la magistrature. Ça n'est fini, au revoir et à la prochaine. C'est aussi la fin de ce journal. Nous allons prendre les rappels des titres. Le parquet général près la Cour de cassation introduit une requête au bureau de l'Assemblée nationale pour la mise en accusation du ministre de la Santé dans la gestion du fonds Covid-19. L'éclairage juridique de cette affaire avec Maître Willy Wenga. La Chine populaire, une fois de plus au secours de la population quinoise. Un lot important de matériel anti-Covid-19 remis par son ambassadeur en RDC à l'hôtel de ville de Kinshasa. En septembre 2001, ces jours que les Américains n'oublieront jamais. À l'occasion du 19e anniversaire de ces douloureux événements, les hommages se multiplient à travers les États-Unis d'Amérique. Est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui l'avez chaleureusement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de Papi Katassi qui l'a coordonné, Bardo Lelo, Jean Dongari Gomulopo qui était derrière la caméra et James Katamboa qui a concouru à sa supervision éditoriale. Demain à 7h30, Papi Katassi sera là pour vous informer à 10h et à 12h. Prenez le rendez-vous de 16h avec Lydia Elambo. Le journal en lingala, James Katamboa vous présentera la grande édition de 19h. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.